On a beaucoup parlé dans le reportage de ce concept d'école inclusive et de l'inclusion de manière générale. Au-delà de l'aspect grammatical du mot, qu'est-ce que ce concept regroupe aujourd'hui et pourquoi est-il porteur d'espoir ? Merci de commencer par cette question essentielle, parce que c'est vrai que l'inclusion, l'école inclusive sont des termes qui reviennent beaucoup aujourd'hui dans la discussion, et les gens se disent mais pourquoi parle-t-on maintenant de ce concept ? Et effectivement, je ne rentrerai pas dans la grammatique, puisque c'est un terme qui vient des mathématiques, on pourrait dire. Mais en fait, la meilleure façon de définir l'inclusion, c'est en opposition à l'exclusion. L'idée, c'est vraiment de travailler avec toutes ces personnes qui sont marginalisées, qui sont à l'écart de la société, à l'écart des services essentiels comme l'éducation, le travail, à travailler avec elles pour qu'elles puissent participer, comme tout le monde, à cette grande envie, à cette grande course vers une vie meilleure, vers une qualité de vie, et donc sortir de cette marginalisation, de cette discrimination qui les marque la plupart du temps. Donc c'est vrai que c'est un terme qui est très employé pour les enfants handicapés, parce qu'on sait qu'ils souffrent de beaucoup de discrimination, beaucoup de marginalisation, de rejet. C'est un parcours qui est semé d'embûches pour un enfant handicapé de participer déjà avec sa famille, avec sa communauté, et ensuite le Graal, d'aller à l'école. Et donc voilà, on essaye de travailler sur toutes ces dimensions de l'inclusion. Qu'est-ce qui fait qu'une personne se sent bien dans une communauté, et quels sont les différents leviers, différentes barrières sur lesquelles il va falloir travailler. Donc c'est un terme très important aujourd'hui. Et de votre expérience, de l'expertise du terrain, est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on fait des progrès sur cette notion-là, sur cette acceptabilité sociale, j'ai envie de dire? Oui, on est vraiment dans un enjeu sociétal. Vous avez raison de le mentionner. Et oui, on avance parce que les cadres évoluent. Parce que déjà, on a aujourd'hui des cadres internationaux c'est une convention internationale du droit des personnes handicapées qui a maintenant une quinzaine d'années, ça a été développé en 2006, et qui a été ratifiée par pratiquement l'essentiel des pays africains. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 pays africains qui hésitent encore à la ratifier. Mais sinon, tous les pays se sont engagés dans ce mouvement de changement, de transformation sociétale, en ratifiant cette convention et en essayant de modifier leurs services pour qu'ils soient inclusifs. Cette convention, elle porte un élément fondamental qui est l'inclusion, qui est de se dire les enfants handicapés, les personnes handicapées, nous n'allons pas les mettre à part. Nous voulons qu'ils prennent part à la société. Nous ne voulons pas des services spécialisés, loin de la ville, loin de la campagne, cachés, où nous ne voulons pas les mettre dans des hôpitaux psychiatriques. Non, nous voulons qu'ils participent à la hauteur de leurs capacités, de leurs moyens, de leurs envies, mais nous voulons qu'ils fassent partie intégrale de la société. Et cette convention, elle affirme ça comme un droit qui est non négociable. Et donc, quand les pays ratifient ça, quand un ministère de l'Éducation, un ministère de l'Emploi prend ça à bras-le-corps, il va faire en sorte que tout ce qu'il offre au public, il l'offre aussi aux personnes handicapées et aux enfants handicapés, sur le même pied d'égalité. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 2 ou 3 pays qui hésitaient à ratifier cette convention. Comment peut-on, sur la base de quel argument peut-on hésiter à ratifier une telle convention ? Il faudrait leur demander, mais c'est vrai que si on regarde, c'est une convention qui oblige, si on le fait sérieusement, qui oblige à revoir ses lois et à revoir ses dispositifs, et donc à mettre en place des mesures qui vont permettre de mieux identifier les personnes handicapées et de leur offrir des services adaptés. Donc c'est un défi important à relever pour un État, pour une société. Je crois qu'il y a le Soudan, par exemple, qui n'a pas encore ratifié. Donc ils ont aussi plein d'autres problématiques aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir que d'autres pays qui sont pourtant en conflit, en discussion, ont pris quand même ce parti de ratifier et de re-questionner tous leurs outils, leurs dispositifs de services et de politique.